Je me suis juste demandé s'il m'avait tué, il aurait pris beaucoup plus longtemps. Et il y aurait plein de victimes qui seraient vivantes. Son histoire nous a tous bouleversés. En 1982, Daïna, alors âgée de 14 ans, était violée par Michel Fourniret, qui au final ne faisait que 3 ans et demi de prison. En 2006, cette mère de 3 enfants était venue avec courage et dignité témoigner dans mon émission de son combat auprès des familles des nombreuses victimes du violeur, pédocriminel et tueur en série, mais aussi dénoncer les dysfonctionnements de la justice qui n'avaient pu stopper sa folie meurtrière. Quelles répercussions cette terrible histoire a eu sur sa vie? Je retrouve maintenant Daïna. Daïna. Bonjour Mireille. On s'embrasse? Ah oui. Ça fait regarde, longtemps. 19 ans qu'on ne s'est pas Oh. vu. Il s'en est passé à des choses depuis, hein. J'imagine, C'est dans passé ta beaucoup, vie. oui, Puis dans le ma procès vie, oui, et tout ça, on va parler, oui. on va parler de tout ça. Je suis vraiment contente, Daïna, que tu aies accepté de venir témoigner et de revenir, parce que je sais que ce n'est pas évident pour toi. C'est difficile de reparler de tout ça. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que, les années passant, tu te sens toujours autant coupable d'être en vie? Alors déjà, merci de m'avoir invitée. Non, j'ai mis du temps. C'est une culpabilité que j'ai portée au début quand il y a eu les aveux de la femme de Fourniret. Et donc de Fourniret, où je me suis dit que c'était à cause ou grâce à moi, je sais toujours pas le dire ça par contre, qu'il avait été en prison en 87. Parce que tu l'as dénoncé quand il t'a Voilà, violé, c'est quand même... mais après, en fait, la culpabilité, elle partait de là, de savoir, ok, à cause de moi, il a été en prison, donc quand il est sorti de prison, il voulait plus laisser de témoins. Voilà, donc ensuite, j'ai sombré il est parti dans une folie meurtrière. Ouais, c'est ça moi, que tu j'ai veux dire. sombré dans une grave dépression, et en sortant de cette dépression, en fait, j'en ai eu assez de lire n'importe quoi dans la presse, comme quoi Fourniret n'était pas quelqu'un de connu, qu'il n'avait pas tellement de faits, qu'on n'avait pas tellement de faits à lui reprocher. En fait, il est connu depuis 1967. On a juste attendu qu'il tue pour se dire merde, il est dangereux, quoi. Et là, moi, j'ai commencé à me dire, ok, Daïna, faut que tu comprennes comment ce type est passé de, c'est horrible à dire, mais de simple violeur à tueur. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer les juges, les policiers, enfin tous les gens qui ont travaillé sur l'enquête, sur lui, les psychologues aussi. Et en fait, j'ai eu ma propre théorie qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que je me suis dit qu'au début, pour Isabelle Laville, oui, il a peut-être tué pour ne pas laisser de traces. Mais je pense que surtout, il l'a tué, il a senti qu'il avait le pouvoir, que pour une fois, il avait le dernier mot en lui ôtant la vie. C'est lui qui était, qui choisissait. Et qu'ensuite, ça a été du plaisir pur. C'était, il tuait, c'était pas pour ne pas laisser de traces, il tuait par plaisir. C'est la première fois qu'il va au bout d'un acte. Parce que, il se trouve que lui, il avait un problème d'éjaculateur précoce, donc ça a été très compliqué, même me concernant, pour considérer que c'était vraiment un viol. Mais il faut, pour expliquer, juste se rappeler, effectivement, parce que l'histoire est quand même, c'est dingue ce qui s'est passé aussi à l'époque sur ta condamnation. Effectivement, comme il y a eu éjaculation précoce, et qu'à l'époque, il fallait vraiment qu'il y ait une vraie pénétration pour qu'on appelle viol, il a quand même été condamné juste pour agression... agression sexuelle avec contrainte et violence. Avec violence. Et c'est alors tout. Mais on n'a pas retenu l'âme, on n'a pas retenu l'enlèvement, oui, on n'a pas avec retenu le vitriol sur la tête. Ça n'a pas été retenu et ça a été requalifié pendant la cour d'assises. Il est entré en cour d'assises pour un crime, mais il est ressorti avec une condamnation pour un délit, quoi. C'est faux. C'est en décembre, le 7 décembre 87, il a tué Isabelle. Et c'était pour ça, d'ailleurs, quand tu es venu, juste avant le procès, que tu disais « je me sens coupable d'être en vie par rapport à elle ». Justement, et c'est dans ce sens-là que tu t'étais rapproché, d'ailleurs, des familles de victimes. C'est aussi pour ça, moi, que j'ai eu besoin d'écrire ce livre, que j'ai envoyé d'abord aux familles. Et en fait, à ce moment-là, on se voyait beaucoup avec les familles, et je pense que c'était précieux pour eux, comme pour moi. C'est-à-dire que moi, je pouvais parler. Je pouvais leur dire comment était Fourniret. Je pouvais dire sa voix, je pouvais dire ses yeux, je pouvais dire ses énormes mains, je pouvais dire tout ça. Je pouvais en parler, j'étais là, j'étais une voix
vivante pour parler. Et ça, moi, enfin, les familles m'ont énormément aidé aussi. Oui, vous êtes aidés mutuellement, tu leur as apporté d'une certaine manière des réponses. Enfin, en tout cas, un début de réponse. Et elles t'ont, je sais, elles t'ont porté aussi et soulagé. Et malgré moi que j'ai eu droit à un procès en 1987, quand j'avais 19 ans, mais là, les familles ont tenu à ce que je sois sur le banc des parties civiles aussi. Donc c'était un honneur aussi qu'elles m'ont fait. Enfin, moi, je l'ai pris comme en 2008, quand tu es revenu pour son procès. Ouais, pardon, 2008, tu as fait partie de, bien sûr. Là, tu parles du premier procès. Ouais, le premier procès où j'étais la principale plaignante, puisque en fait à cette époque-là, Fourniret avait reconnu que j'étais sa victime, enfin que j'étais comment on dit, son cas le plus grave. Donc du coup, c'est mon témoignage qui a fait qu'il soit la bataille que ma mère a menée pour que ça aille aux assises. Oui, à 14 ans. Voilà. Oui. Et donc, mais sauf qu'à 19 ans, j'étais grande, j'avais pas de marque, de défiguration, de quoi que ce soit. J'étais normale, quoi. J'avais des seins, j'avais un corps, quoi. J'étais pas anorexique, et du coup, en fait, moi, ce que je veux dire, et ça, je tiens à le dire, et voilà, je sais pas si je devrais dire ça, mais que ce soit coupé, pas monté, coupé, pas coupé. Mais moi, je suis convaincue que si j'avais été blonde, aux yeux bleus, fille de monsieur machin, je pense qu'on aurait pris peut-être un peu plus au sérieux déjà les antécédents de ce type. Voilà, déjà, sachant qu'il avait commencé en 67. Sauf que là, voilà, là non, là j'ai 19 ans, je suis métisse, je refuse son pardon. Que n'avais-je pas fait? Je refuse son pardon, et lui, il est là tout penaud dans le box des accusés. Je sais pas, peut-être que les jurés qui étaient majoritairement des femmes ont une sorte de pitié, de je sais pas quoi pour lui. N'empêche que, voilà quoi, de viol, il en est ressorti avec une condamnation pour attentat à la pudeur avec violence. Et ce qui est fou, c'est que tu racontais à l'époque, justement, de ce procès, c'est que tu te sentais limite accusée parce qu'on te demandait si par hasard tu ne l'avais pas provoqué. Enfin, on était dans toute cette époque. Mais moi, j'ai eu tout. Tout a changé depuis quand même. Hein, pas tant que ça. Mais alors, on en parlera, tu me diras. Mais non, mais moi, quand je dis on m'a tout fait, je pense que nous, puis à l'époque, il n'y avait pas d'association de victimes, il n'y avait pas, tout ça n'était pas pris. On en était encore vraiment. Si tu t'es fait violer, tu l'as quand même bien cherché à un moment donné. Enfin, je veux dire. Et au tribunal d'Evry, j'ai été appelée. Ma mère, j'étais mineure. Ma mère s'est levée pour m'accompagner. On lui a dit non, c'est pas la peine. Elle a juste à signer sa déposition, à confirmer ce que j'ai fait. Donc j'étais dans un bureau avec une table, un juge en face de moi. C'était un tout petit bureau très exigu. Et j'étais assise là contre le mur. Et donc, il me fait re-signer ma déposition, il me dit, vous êtes sûr? Je dis oui. Et là, il dit, faites entrer monsieur Fourniret. Et là, moi, je suis toute seule, je suis mineure. J'ai pas d'avocat, j'ai pas ma mère. Et ils le font s'asseoir là, ici. Et là, moi, j'ai le mur. Donc, je suis coincée. Et le juge ne dit rien. Et lui, il a un avocat, qui est un grand avocat, qui est très grand, qui fait beaucoup d'effets de manche. Et qui là commence, il me tombe dessus, il me dit, mais vous savez, madame si, on sait ce que c'est à 14 ans que de fumer un joint, de boire du vin, est-ce que vous avez vraiment dit non? Est-ce que vous avez vraiment débattu? Est-ce que j'étais moi accusée en fait. L'autre il disait, Fourniret disait oui, alors je ne suis pas sûre de reconnaître en mademoiselle, mais il me semble quand même que c'était lunaire, quoi. C'était un truc... et moi, j'aurais voulu être une petite souris, puis partir, me barrer, quoi. Enfin, à la limite, j'aurais pu signer, ok, c'est moi qui ai violé Fourniret, mais laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Ah oui, le cadre est absolument monstrueux. Ouais. Et c'est à la suite de ça que j'avais fait 3 tentatives de suicide, parce que ce juge-là, qui n'est à aucun moment intervenu, a déclaré que en gros c'était pas un viol. Et après donc ce qui a suivi, ça a été alors est-ce qu'elle a été suffisamment pénétrée? Ça s'est joué à des millimètres quand même. Ah non mais c'est sordide, c'est sordide. C'est sordide. Qu'est-ce qu'un viol? Alors un viol, c'est quand il y a pénétration. Bon, ça veut dire que ce que j'ai vécu à l'heure actuelle, si ça se reproduisait, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais j'ai quand même été attachée, il a quand même, il y a quand même eu début de pénétration. C'est quoi?
Maintenant, là, en 2006, c'est quoi? C'est un viol. Ben, je ne sais pas. Alors, monsieur... Oui. Alors, ou tout du moins une tentative de viol. Juridiquement, c'est une tentative de viol. On est dans quelque chose d'absolument sordide qui quand même n'existe plus comme ça. Aujourd'hui, les enfants sont quand même déjà encadrés et les termes de viol, maintenant qu'il y ait ou non pénétration, ça a quand même un peu bougé là-dessus. Mais d'ailleurs, tu disais tentative de suicide, même si tu étais vivante, tu étais hantée par cette histoire. Est-ce que le temps passant, il y a des choses quand même qui... Le procès de 2008. Le procès de 2008. Moi, ce que m'a permis le procès de 2008, c'est d'être aux côtés des parties civiles déjà. Ça a été un procès extrêmement difficile, mais vraiment extrêmement compliqué. En revanche, moi j'ai pu m'exprimer, c'est-à-dire que j'ai pu parler à Fourniret. Et donc je lui ai parlé pendant très très longtemps, mais vraiment très longtemps. Je ne me souviens quasiment pas de ce que je lui ai dit tellement c'était intense. Dans l'enceinte. Il n'y avait pas un bruit. Moi, j'étais face à lui et pendant 2 heures, je crois que ça a duré 2 heures, ce qui est très long, je lui ai parlé. Enfin, c'était peut-être plus un monologue qu'autre chose, mais... Tu te rappelles plus du tout? Pas du tout. Je me souviens de lui avoir demandé ce que c'était pour lui un viol. Et en fait, tu sais, c'est comme quelque chose que tu vis qui est très fort et c'est tellement puissant que tu l'oublies. Enfin, tu l'oublies. J'oublie pas ce moment-là, j'oublie pas ce tête-à-tête, j'oublie pas son visage. Je sais que par contre, j'en ai ressenti une libération extrêmement profonde. Et que je peux dire maintenant que Fourniret, c'est derrière moi, ça y est, c'est passé, c'est fini. Pour qu'on comprenne bien, c'est que je pense aussi qu'il faut rappeler que Fourniret, donc quand il a été la première fois, après que tu l'aies reconnu et qu'il soit allé en prison, en tout cas sur ce premier procès, tu avais envoyé une lettre. Ah oui, mais il a beaucoup écrit, oui. Moi, il m'a écrit pendant sa garde, pendant qu'il était en détention provisoire. Il m'a envoyé une lettre le jour de mon anniversaire. Donc, par qui est passée cette lettre? Sans doute son avocat, mon adresse personnelle. Le jour de tes 16 ans. Le jour de mes 16 ans, avec un poème de Mélina Mercouri, avec des dessins de co-détenus qui se tenaient la main, en mode si tout le monde se tenait par la main, nanana. Hallucinant. Hallucinant, ouais. Et l'avocat te l'a donné? Je l'ai reçu par la poste. Ah, tu l'as reçu par la poste. Donc, mais ça veut dire qu'il avait mon adresse. Et le seul qui avait pu lui donner mon adresse, c'est son avocat. Aussi, et parce qu'à l'époque aussi, ils pouvaient consulter, ils avaient le droit, je crois que maintenant on n'a plus le droit, mais ils pouvaient consulter les dossiers. C'est pour ça que maintenant, les victimes, souvent, elles se font domicilier chez leurs avocats. Bien sûr. Mais tu as dû te sentir poursuivi par cette... Ça lie, quoi, poursuivi, ça lie. D'ailleurs, je l'ai recroisé donc, après le procès, et j'étais donc avec mon ex-mari, et on était à côté de Saint-Rémy-les-Chevreuses, et il est passé en voiture. Voilà, il y a eu plein d'endroits où, bizarrement, je me dis... on n'a jamais été trop loin l'un de l'autre, c'est très très étrange, mais... Et tu crois qu'il te... Non, pas moi, mais c'est le hasard de la vie qui fait ça. Parce qu'il était en chasse, en fait, mais de toute façon, tout le temps. Mais je me dis, pour Estelle Mouzin, moi j'habitais juste à côté de Guermantes. Ouais, c'est ça. À Nantes, il y a Natacha, moi j'habitais à côté de Nantes. Il y a plein d'endroits, il y a plein de lieux. C'est-à-dire que ce genre de prédateur rôde, en fait. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, quand tu as appris que l'homme qui t'avait violé quand tu avais 14 ans était un tueur en série, pédocriminel, etc. C'est ma mère qui m'a appelé. Ma mère m'a appelé quand il a été arrêté en 2003, en Belgique. Et elle m'a dit, elle m'a pas dit son nom, elle m'a dit, voilà Nanou, je t'appelle juste pour te dire qu'il a été arrêté. Donc là, j'étais sur un parking de supermarché avec mon fils. Tu ne pensais pas? Non, c'était en plein été, c'était le mois de juillet, enfin j'étais tranquille quoi. Ah salut maman. Et elle me dit voilà, je t'appelle juste pour te dire qu'il a été arrêté à nouveau en Belgique et qu'il est peut-être soupçonné de tentative de meurtre. Et là, waouh. Et nous on partait, je me souviens, on partait en vacances, je crois 2-3 jours après. Et je pense que j'ai fait passer les vacances les pires à mes enfants. Moi j'ai acheté la presse, je lisais la presse, il fallait que je sache. Et quand on est rentré, c'est là que j'ai commencé à faire de la dépression. Donc voilà, et là je suis devenue vraiment parano, convaincue que s'il avait peut-être tué, en tout cas s'il y en avait d'autres, c'était forcément de ma faute. Parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, je veux dire.
Moi, j'avais pas eu de la reconnaissance du statut de victime. Moi, en gros, j'ai toujours été considérée coupable par la justice. Enfin, en tout cas, la justice m'a pas rendu un regard. Bien sûr. Et par ailleurs, voilà, je suis devenue agoraphobe. Je pouvais plus sortir de chez moi, même aller chercher le courrier. J'étais sûre que tout le monde me regardait. Enfin, c'était devenu un enfer. Et j'ai eu la chance d'avoir eu un mari qui s'est mis à travailler à la maison, qui a géré tout. Mais moi, mes enfants rentraient, j'étais en larmes. Enfin, c'était. Ton mari disait d'ailleurs, quand on l'avait filmé en 2006, que ça avait envahi Ah bah oui, clairement. l'espace familial. Clairement. Les enfants grandissant, c'est devenu de plus en plus difficile. On s'est senti plus particulièrement moi, dans un espèce de flip permanent de protection de ses enfants, la peur qu'il se passe quoi que ce soit, etc., en faisant toujours référence à ce qui est arrivé à Daïna. Et puis au jour d'aujourd'hui, les enfants ayant encore vraiment beaucoup plus grandi, là, ça devient très difficile. On entend à quel point cette histoire est lourde aussi pour le couple. Elle l'a détruit aussi. Détruit, tu dirais? Moi, je pense que oui, ça l'a détruit. Ça a fini par la détruire. Dans le sens où j'ai quitté mon mari, et donc mes enfants, enfin, je veux dire, logiquement, je veux dire, voilà, je suis partie. Tes enfants sont restés, c'est toi qui... Ils sont restés plus avec leur père qu'avec moi. Moi, je continue aussi à aller en Belgique. Enfin, j'ai beaucoup bougé pour ça, pour cette histoire-là. Ça a fait basculer, en fait, ta vie a basculé. Oui, ça m'arrive de le regretter, enfin, surtout pour les enfants aussi, surtout. Mais. T'es proche d'eux quand même. Ah bah oui, je suis proche d'eux. C'est mes bébés, mais quand même. C'est une période aussi où tu faisais des dépressions, donc tu allais mal, c'est ça, et ton mari, enfin ton ancien mari a dû un peu gérer. Ah oui, puis il a même beaucoup géré et très très bien géré. Vous êtes restés proches? On est très très proches. Il s'est remarié là il n'y a pas très longtemps, je suis très proche de sa nouvelle femme que je connais depuis très longtemps. Donc, et toi, tu as refait ta vie? Moi j'ai refait ma vie pendant 13 ans et là, voilà, je suis célibataire. C'est pas mal. je le vois, tu as l'air... Ça va, c'est pas mal. J'imagine qu'il y a des petits-enfants. J'en ai 4. En 2006, tu étais très inquiète pour tes enfants, tu voyais des prédateurs partout. Est-ce que tu t'es calmée sur ce plan-là par rapport à tes petits-enfants ou avec l'actualité qui de temps en temps nous sort aussi des choses horribles, tu es sur tes gardes? Je pense que je serai toujours sur mes gardes. Par exemple, mais même pour moi. Je suis dans l'hypervigilance permanente, en fait. Mais mes enfants, c'est plutôt que je les ai tout le temps mis en garde. Et c'est pour ça que quand je leur ai annoncé que le jour où tous les journalistes ont débarqué chez moi, c'était le 4 juillet 2004. C'était le jour des 10 ans de mon fils. Et j'avais invité ses copains. Et là, voilà, tous les journalistes qui sont arrivés, comme j'avais témoigné la veille. Et du coup, j'ai dû le dire à mes enfants. Et mes enfants m'ont dit, mais tu sais maman, on a toujours su qu'il t'était arrivé quelque chose. Alors que je leur avais jamais dit. Donc oui, quand je vais dans des endroits, si je sors ou quoi, il faut toujours que je sois près de la sortie. Il faut que j'ai un œil sur toute la salle. Il faut que j'observe les gens avant de... Oui. Je baisse pas trop la garde, quoi. Voilà. Mais sinon, ça va. Sur le plan personnel, ça va. Oui. Et professionnellement, est-ce qu'il y a eu des répercussions? Parce que tu dis quand même sur ta vie de famille professionnellement, j'ai mis... vie de couple, ça a quand même fait exploser le couple. J'ai mis de côté la vie professionnelle parce qu'il y a eu l'écriture du bouquin, après il y a eu la promo du bouquin. Ça, c'était libérateur pour toi. Ouais. Ah bah oui, mais complètement. Voilà. C'était important d'ailleurs que tu apportes ce témoignage parce qu'on on ne connaissait pas bien le début de l'histoire de Fourniret. Et surtout que quand il a été arrêté, quand il y a eu les aveux, quand je dis que moi j'en ai eu marre de lire des bêtises dans les journaux, c'est surtout qu'on disait qu'on ne le connaissait pas. Alors que moi j'ai appelé le journaliste, je lui ai dit écoutez, moi j'ai l'expertise psychiatrique qui a été faite en 86, où il disait, c'était écrit noir sur blanc, qu'il était dangereux pour la société et Fourniret lui-même, j'avais ce document-là, écrivait, s'il écrivait beaucoup à la juge, il écrivait qu'il ne fallait pas le laisser sortir. Bon. Parce qu'il savait qu'il était dans cette pulsion dingue. Et maintenant, avec le recul, on sait qu'il y avait les échanges de courrier avec
Monique, là. Donc, Puis en plus, il a été arrêté à plusieurs reprises, malgré tout. Mais à chaque fois, il est passé entre les mailles du filet, on ne sait pas de quelle manière. Mais comme quand il a tué Isabelle, je veux dire, c'était à Saint-Cyr-les-Colons, tout le monde, au procès, on savait qu'il partait là-bas. On le savait. Il est arrivé là-bas, à l'époque, c'est la gendarmerie. Normalement, ils sont signalés. Voilà, bon bah là, il n'y a pas eu de rapprochement de faits, ne serait-ce que de l'interroger. On va pas refaire l'histoire à l'envers, peut-être qu'il ne l'aurait pas arrêté, mais bon, bah on se dit qu'il y a un gars qui arrive dans un village, ou qui est pas loin de ce village, il y a une gamine qui disparaît, le gars il vient d'arriver, il sort de prison pour viol. Bah je me dis qu'à un moment donné, tu te poses la question, puis tu te dis, bon, on va peut-être aller l'interroger, quoi, juste comme ça. Ton histoire, comme d'autres, de toute façon, pose la question de la récidive. Hein. Ah, mais bien sûr. Il y a la récidive et il y a la prise en charge des victimes, malgré tout, néanmoins. Bien sûr, aussi. Est-ce que tu penses que ça a changé de ce côté-là? Est-ce que tu as des témoignages? Moi, j'ai des témoignages de femmes qui n'osent toujours pas les témoigner. J'ai des témoignages de psychologues, de psychiatres qui m'ont dit qu'elles avaient eu des victimes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi, en convocation à témoins. Donc, en fait, elles ont le juge en face. C'est une confrontation directe avec les agresseurs à côté, un qui met la main sur le genou. Mais encore aujourd'hui? Oui, c'est ça. Moi, elle m'a dit ça en 2017. C'est pas si vieux. Ouais. Moi, je dis, alors il y a certainement des choses qui ont bougé. J'ai pas la prétention d'assister à tous les procès, toutes les audiences. Mais quand on sait que c'est une des plus grosses parties des audiences d'assises de correctionnelles, les viols, les agressions sexuelles, les violences faites aux femmes, moi je me dis, c'est bien, il y a le procès de Gisèle Pellicot, c'est très bien. Il y aura même sans doute probablement une loi Pellicot, il y aura probablement quelque chose de fait. Elle a été extrêmement courageuse, mais c'est comme pour le procès Fourniret. Il y avait beaucoup d'aide psychologique, il y avait beaucoup de psychologues qui étaient là. Si quelqu'un craquait, une partie civile craquait, on avait une salle, il y avait des endroits, on pouvait faire des pauses. Elles étaient vraiment dans un espèce de cocon, même si c'est monstrueusement compliqué ce qu'elles vivent et ce qu'elles entendent et le comportement des agresseurs en face. Mais il y a une aide. Et moi, je me dis, j'ai l'impression que dans le quotidien, je me dis, il y a peut-être aussi pas mal de victimes qui ne vont pas déposer plainte ou qui ne vont pas au bout. Parce que déjà, il y a le dépôt de plainte. Donc déjà, il faut être cru. Il faut être pris au sérieux. Pour moi, le viol ou l'agression faite aux femmes, je pense que c'est un des crimes sur lesquels on enquête le plus sur la victime. Vraiment, sincèrement. Que sur l'auteur, en fait. C'est vraiment... toi, c'est quoi ta défense pour toi? T'étais habillée comment? Ça existe encore, ça? Oui, c'est ça. Quand je t'entends, j'ai l'impression d'entendre les discours, tu vois, des années 80, 90. Je pense que ça n'existe peut-être plus ou moins dans des grandes villes. Moi, je prends Nantes, j'habite à Nantes, donc il y a des associations qui existent, qui sont extrêmement efficaces. Mais je me dis que, je sais pas, moi, dans un village... S'il y a un gamin ou une gamine qui va dire, c'est comme c'est malheureusement d'actualité, un prêtre, le prêtre machin, il m'a violé, il m'a touché. Est-ce qu'on va prêter attention à ce qu'il dit ou est-ce qu'on va se dire, bon, ça va, on va pas non plus, il faut pas entacher la réputation. On est encore beaucoup là-dedans. Ce sera toujours difficile pour une femme victime de viol d'aller porter plainte parce que il y a des femmes qui sont victimes de viol, qui sont mariées, que les maris vont quitter parce qu'ils vont pas supporter l'idée. Il y a des familles qui vont se détourner, il y a des familles qui vont éclater, littéralement. On sait que c'est la plus grosse arme de guerre, c'est le viol. C'est la destruction la plus complète. Mais c'est ça. On ne peut pas détruire plus quelqu'un de cette manière-là. C'est pour ça que, comme tu le disais, c'est une arme de guerre aussi. Et ça le sera toujours. Est-ce que tu es toujours, toi, en lien avec les familles de victimes? Est-ce que l'association existe toujours? Non, l'association... Qu'est-ce qui s'est passé après le procès? On parlera aussi de la mort de Michel Fourniret, mais après le procès? Tout le monde a repris un peu son chemin, en fait, sa route. Parce que 2 mois et demi, c'est très long. Ça a été très dur. En fait, un procès, surtout ce type de procès, les familles attendent vraiment des réponses. Et au fond d'elles, elles savent qu'elles ne les auront pas de toute façon. Parce qu'il y a les disparus. Oui, et puis parce que l'autre en face, il dit ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Je veux dire, quand il vient dire aux familles, elle m'a supplié de lui faire l'amour,
C'est horrible. Bah, c'est à inentendable. Voilà. C'est inentendable. Mais lui, il joue, il continue, son jeu pervers continue. C'est le seul moment où... Et encore, c'est sur celle qu'il reconnaît avoir tué. Mais il y a plein d'enfants disparus. Et les familles sont restées sans réponse. Mais bon, après, on parle de lui, mais moi, elle, je la mets à la même échelle, voire pire. Hein. Ils étaient mariés, donc c'est le couple Fourniret. Elle est encore en prison, elle était. Condamnation de 20 ans pour elle, c'est ça? Bah oui, et puis on a rajouté Estelle Mouzin, et puis je crois qu'il y a Lydie Loger aussi, là. À l'époque où tu as malheureusement croisé son chemin, il n'était pas marié encore. Si, il était marié. Déjà il avait été déjà marié une fois. En 67, là, quand il s'est fait arrêter la première fois, sa femme était infirmière, et donc il avait agressé la fille d'une des collègues de sa femme, qui avait 10 ans, donc il lui avait baissé les collants. Mais c'était pas grave. Bon, c'est pas grave. C'était juste pour voir. Ouais, mais c'est pas grave. Et ensuite, il s'est remarié. Donc, sa femme, dès qu'elle a appris, pour moi, dès qu'il a été arrêté, et pour les 15 qu'il a avoué quand même en garde à vue, elle l'a quitté. Elle a demandé le divorce. Au moment son fils Nicolas est mort. Et une de ses filles, je ne sais plus exactement si c'est juste avant le procès ou juste après, il y a une de ses filles qui s'est suicidée. Parce qu'elle supportait plus de s'appeler Fourniret, quoi. Parce qu'il y a les victimes collatérales, hein. Bien sûr. C'est terrible. Bien sûr. Les enfants de ces gens-là n'ont rien demandé à personne. Qu'est-ce que tu as ressenti à la mort de Michel Fourniret en 2021? En fait, j'ai pleuré. C'était très bizarre. Mais j'ai pas pleuré de chagrin. C'était comme des pleurs, j'ai envie de dire, de libération. Genre, ça y est, cette fois, c'est... En fait, même si j'avais l'impression que 2008, j'avais fermé la porte Fourniret, peut-être que inconsciemment je me dis il est peut-être encore derrière, il peut peut-être encore surgir. Là, je sais que c'est fini, c'est terminé, et que c'était un pan de ma vie qui se terminait, qui était fini. Voilà, c'est fini. Là, Fourniret, il est mort. Il fera plus mal à personne. Il est mort pour de bon. Voilà, c'est vrai. Et toi aussi, ça a été quelque chose, il y avait eu le procès et ça a été vraiment... C'est toi qui as gagné quand même sur lui. Ouais, je pense. Mais moi, je pense que j'ai eu de la chance dans ma vie quand même. J'ai eu beaucoup de malchance. Hein. Franchement, ce que je vais dire, c'est horrible. Mais quand on a des auteurs de crimes desquels on dit, mais quand même, avec l'enfance qu'ils ont eue, nanani... je peux entendre des choses. Moi, j'ai vécu des choses pas drôles déjà dès petite. Donc tu peux parler? D'inceste, j'en dirai pas plus. Ouais. Ensuite, Fourniret. Le départ de mon père, donc a été très dur. Ensuite, Fourniret. Ensuite, j'ai perdu mon premier bébé à 8 mois et demi de grossesse. Donc, je veux dire, en termes de douleur et de souffrance corporelle et psychologique, je pense que j'ai eu ma dose et je me dis que j'aurais pu avoir une arme à la main tirée dans le tas, que j'avais les circonstances atténuantes pour le faire. Or, je me dis que j'ai eu vachement de chance dans mon malheur parce que j'ai été entourée de gens qui m'ont aimé profondément. Que ce soit mon mari ou mon autre conjoint, ce sont des gens qui m'ont aimé profondément avec tous mes travers et toutes mes crises d'angoisse existentielle, parce qu'il y a des choses qui restent. Hein. J'imagine. Mais depuis quelques mois, ça va beaucoup mieux. Juste depuis quelques mois? Oui, mais parce que je peux le dire et parce que j'ai pas du tout de honte à le dire et parce que je pense que ça aussi, c'est un sujet dont il faudrait parler plus souvent. C'est que moi, ça fait des années que j'explique à des médecins que je comprends pas mes humeurs, que je vais bien pendant quelques semaines et qu'après j'ai envie de mourir dans la seconde qui suit. Et en fait, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Et donc, j'ai un régulateur d'humeur. Et donc, je vais... Waouh, ça me change la life. Ça me change la vie. Ils ne s'en sont aperçus que maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de traumatismes dans ma vie qu'ils ont tout mis sur le traumatisme. Oui. Et voilà. Ce qui est compréhensible. Mais ça m'a un peu fait de la peine, ça aussi. Ça m'a fait plaisir qu'on mette des mots, mais ça m'a fait de la peine parce que je me dis qu'il y a peut-être plein de choses que j'aurais pas faites. Quel temps perdu, ça, en fait, ça. Quel temps perdu, ouais. Dommage qu'on n'ait pas su avant. Non, là, ça va bien. Mais ça se voit, ça se voit. Merci. Tu as du soleil même dans les yeux. Tu voudrais ajouter quelque chose, Aïna?
Je voudrais, sur le sens de ton témoignage. Le sens de mon témoignage, non, je voudrais ajouter, si tant est que ma parole est une toute petite puissance, ce serait qu'on prête plus attention à la parole des victimes, qu'on prenne en compte parfois, nous on a la chance de bien s'exprimer, il y a des personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir bien s'exprimer ou qui parlent pas bien français. C'est vrai. Toi tu as trouvé tous les mots pour dire et pour écrire. Ouais. C'est vrai. Quand on sait les dégâts, mais vraiment les dégâts que ça produit, que ce soit physique ou psychologique, le nombre de suicides, franchement, ça vaut le coup de s'y mettre et puis d'aider les gens. Et puis je veux qu'on arrête de stigmatiser les femmes, les hommes qui sont aussi violés, parce qu'il y en a quand même et que j'aimerais qu'on en parle aussi un peu plus souvent, qui sont battus aussi, même si c'est pas la majorité, j'entends, et qu'on mette de l'argent dans les tribunaux, dans la justice, dans les violences faites aux femmes. Ça devait être une grande cause nationale. Bon, on attend. En tout cas, message reçu. Merci Daïna d'avoir apporté ce témoignage. Et puis merci d'avoir eu aussi parce que je sais qu'il faut quand même du courage pour reparler de tout ça alors que justement la porte est fermée. Mais c'est peut-être plus facile d'en parler, en tout cas d'en parler peut-être plus différemment. Oui, avec aussi. moins de colère. Ouais, c'est ça, c'est la colère aussi qui est partie. Donc voilà. Merci à toi. Merci Daïna. Merci. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous voulez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à me joindre en m'envoyant un mail à contact@mdprod.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.